Monsieur Dis-moi, tu Jean-Claude, m'entends? merci d'accepter cette invitation. Bienvenue dans l'émission Carrefour. Alors, au premier jeudi, ça n'a qu'à une véritable révolution pour Haïti. Qui forme révolution? Ça, évidemment, tout le monde pensait, du coup, c'est pas une révolution coup de fusil, comme disait l'autre. Comment une révolution ça? Bon, mais justement, c'est pas une révolution au coup du fil, c'est une révolution que j'espère sera possible et qui peut porter changement en Haïti. Ce qui fait défaut en Haïti, c'est le droit, l'application de la loi, le respect de la loi. Donc, je pensais que l'heure arrivait pour nous appuyer toute démarche qu'a faite à travers le tribunal. C'est pas la rue, c'est pas là les fusils tirer l'une sous l'autre. C'est éventuellement, par exemple, en mettant le droit en application et en faisant, comment dirais-je encore, comparaître devant les tribunaux ordinaires tous ceux qui sont, comment dirais-je, accusés ou suspects d'avoir fait des choses illégales, frauduleuses. Donc, moi-même, c'est ça m'a souhaité. J'appuie énormément, bien que nous ne sommes pas du tout du même bord, mais j'appuie énormément, par exemple, la démarche de Maître André Michel. C'est pour moi je suis plus proche à ce mouvement que celui de Moïse Jean-Charles qui appelle la manifestation dans la rue. Ou encore ce matin, j'ai entendu l'ancien sénateur et même le nom m'échappe pour l'instant, président du Sénat, qui comment dirais-je, alarme, si tu veux, que d'ici 21 jours, il y aura toutes sortes de troubles, etc. On va parler du sénateur Simon Dera, Dieu seul Dera. Exactement. C'est un argument que j'ai écouté ce matin pendant que j'étais à une clinique avec ma femme. Mais de toute façon, ce ne sont pas les voies que moi je préconise. Je souhaite que la MINUJUST qui a un mandat et que c'est pas moi qui le signe, c'est les gouvernements antérieurs qui ont signé avec l'ONU toutes sortes d'accords. Le mandat actuel de la MINUJUST, c'est de donner support, si vous voulez, à la justice haïtienne. Et la justice haïtienne est bancale. Nous devons donc aider dans ce département, créer des précédents, faire avancer la jurisprudence. Et nous devons donner l'exemple par le droit. Ça, c'est mon combat. Je crois qu'effectivement, ce serait révolutionnaire. Nous n'avons jamais adopté cette voie. Il est temps peut-être de le faire. Vous savez, il y en a qui vont me tirer dessus, une question de souveraineté. Notre souveraineté est dans tous les départements, que ce soit en matière électorale, que ce soit en matière de sécurité nationale, que ce soit en matière de finances et de tout. Notre souveraineté a été vilipendée, soumise à une gérance étrangère. Nous n'avons pas jusqu'à présent eu le soutien qu'il nous faut avoir dans la justice. Je crois que c'est la justice qui manque en Haïti. Je crois que le laisser-faire et l'impunité et la corruption l'emportent. Ce sont les choses que nous devons attaquer de front. Mais ça fait longtemps qu'on a parlé de réforme de la justice, on notre code pénal, on a parlé également de plusieurs tentatives qui font dans ce sens. Est-ce que le problème de la justice pallie également au manque de moyens économiques, financiers de pays en tout, qui l'auteur ça, évidemment, la corruption et tout le reste. Mais par exemple, écoutez, par exemple, pour le dossier, rien qu'à vous présenter à un tribunal pour regarder côté que, magistrat fonctionner dans des conditions difficiles, est-ce que nous avons un problème de moyens également? Oui, certainement. Certainement que nous avons un problème de moyens, mais nous avions un problème de moyens dans la défense du pays, du territoire aussi. La sécurité nous a été donnée par une série de de MINUSTA, MINUJUST, etc. Nous avons eu, comment dirais-je, au point de vue électoral, nous avons manqué de moyens. Et combien de fois nous sommes maintenant au 18e ou 20e conseil électoral provisoire. Chacun de ces conseils a reçu une assistance étrangère. Le seul pouvoir, le seul souveraineté nationale qui n'a jamais reçu d'aide réelle a été la justice. Et c'est là que nous avons besoin d'aide. Je ne demande pas
qu'ils nous rendent justice pour nous. Non. De la même façon que nous avons fait nos élections, c'était les Haïtiens qui étaient en charge des différents CEP, mais nous avons eu des conseillers, nous avons eu une aide financière, nous avons eu toute aide technique nécessaire pour mener au mieux possible les élections. La même chose pour l'armée. On a démantelé l'armée, il a fallu avoir une force étrangère. Ce sont des Haïtiens qui font partie de la police haïtienne, mais secondés par une force étrangère. Donc, moi, c'est ce que je demande. Je demande que la justice, oui, qu'on leur donne l'assistance technique et l'assistance financière, qu'on les encadre, mais aussi comme des observateurs. Vous m'envoyez des observateurs pour des élections, soi-disant pour dire si elles sont bonnes ou mauvaises, mais envoyez-moi aussi des observateurs pour voir si la justice suit son cours. Si Ouais, mais alors là, je me rappelle qu'on juge qui t'a dit lui-même que c'est pour le gain puis le courage, le par exemple, la juge en cas, et que un gros nèg qui paraît devant lui, ça l'a touché, hein, par rapport à ça, moun qui a essayé corrompu à pauvrir. Déjà, encore le problème économique. C'est beau peut-être qu'il y ait tout le monde qui vient de côté, mais monsieur, on regarde, si, par exemple, on a jugé un cas, et que maintenant, il y a un pile problème économique, côté la vie, etc., et puis on fait une offre. Il dit, il faut un pile courage pour résister quand même. Donc, le problème revient à la question de... Oui. Monsieur Saint-Surin, c'est certain. Mais c'est justement, nous avons besoin de ces hommes qui, bien encadrés, et sauront résister aux tentations de gens malhonnêtes. Je ne dis pas que nous trouverons à chaque coin de rue en Haïti un homme aussi propre, mais il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Donnez-leur l'encadrement, les moyens techniques et les moyens de protection aussi contre ces attaques et ces menaces. Moi, je dis qu'on peut encore y arriver. Donc, pour moi, c'est la voie à suivre. Pour moi, c'est la seule issue qui nous reste. Ce n'est pas de prendre les armes. Je ne vois pas une prise d'armes aboutissant à quoi que ce soit. Ce n'est pas continuer à aller dans les rues et à brûler les pneus et à casser les vitres de voitures et à causer que les magasins ferment et que les entreprises ferment. Non. Allons vers l'état de droit. L'état de droit exige le respect du droit. Donc, essayons ça. Alors, justement, j'ai l'impression que le mouvement cap dessiné et qui, évidemment, mouvement ça a justement dit qu'il faut que tu as un tabula rasa, Jean Condier, qui t'a fait dans les prochains jours, et même le sénateur Jean Tabdian dit que c'est pour nous préparer, acheter, manger, etc. Et il dit que c'est une alternative à gouvernement en place là, je veux dire. C'est possible, c'est vraiment possible. Peut-être que cette démarche que je voudrais voir entreprendre par le droit et par les tribunaux et les cours, peut-être que ça vient trop tard. Je n'ai aucun doute que la tension en Haïti monte. Je n'ai aucun doute que on arrivera au point où l'eau va bouillir et que tout va exploser. Je ne crois pas à la révolution armée. Je ne la crois pas, je ne la vois pas possible, mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup de feux de paille, il y aura beaucoup de destruction de par-ci, par-là. Donc, le climat n'est pas sain, je suis d'accord. Mais qu'il y ait un tabula rasa, qu'il y ait un chambardement ou pas, ce que je préconise, ce que j'avance, ce que je souhaite, se fera avec celui qui remplacera M. Moïse. Donc, ce n'est pas, je ne pense pas que par une baguette magique, demain matin, nous allons voir tous les tribunaux fonctionner. Il y a des accords à signer, il y a des ententes à faire. Je crois que la mini-juste ne remplit pas son mandat quand elle ne s'occupe que des questions de, d'incarcération prolongée ou non. Le droit civil est une chose, mais le droit public est un autre. Nous avons besoin d'assistance dans les questions publiques, dans les questions politiques, dans les droits des Haïtiens. Donc, oui, tabula rasa, je vois beaucoup de manifestations en vue, je vois une tension qui monte. Et je vous dis que pour moi, la tension va finir par atteindre un moment d'ébullition. Donc, mais avant ou après ou pendant,
mettons les choses en place pour que nous suivions dès à présent la voie légale, la voie des tribunaux. Il ne suffit pas de dénoncer quelqu'un de spoliation. Il ne suffit pas simplement de critiquer ou d'accuser quelqu'un de m'avoir et, libel, diffame. Donc, suivons la voie des tribunaux. Ça, c'est ma recommandation. Alors, pour que gain tribunaux encore, je reviens sur même barre-là, visiter des tribunaux en Haïti et moyens techniques, logistiques, dossier perdu, dossier par là, et on va regarder encadrement, pile monde, pile côté, à monter, descendre, etc. Est-ce que déjà, au niveau du budget que nous pas gagné, il faut que nous pas poser problème? Si au moins il y a moyen, au moins que assistance, on pas d'assistance technique, mais assistance économique, c'est extrêmement important pour ça. Et maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un risque également d'influencer la justice dans un sens ou dans l'autre quand c'est l'étranger qui a porté aide à nous? C'est aussi possible. Toutes ces choses sont remises sur le tapis, mais l'aide étrangère en matière électorale, elle a influencé beaucoup de nos élections. L'aide étrangère en matière de police et de l'armée nous a influencé aussi dans l'état où nous sommes. Mais que pouvons-nous faire autre? Il faut avoir des gens, effectivement, des gens qui sont propres, intègres, la colonne vertébrale droite, capables de résister aux tentations, qu'elles viennent de l'opposition ou qu'elles viennent de l'international. Je suis prêt à accepter votre concours, mais dans cette lignée, dans cette voie, avec cet objectif en tête, de finalement arriver à des procédures judiciaires qui vaillent. Okay? Donc, tout ce que vous me dites, M. Saint-Cyr, est tout à fait réel. Et je sais qu'on va me tirer dessus comme étant un antipatriote, antinational, etc. Mais ce sont des constats que nous devons faire. Ce n'est pas moi qui ai demandé 22 000 hommes de troupes pour ramener Haïti et en Haïti, M. Aristide. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on détruise mon armée. Ce n'est pas moi qui accepte et ce sont les gens qui font leur beurre. Les premières élections nous ont coûté à peine 6 millions de dollars. Sa dernière nous a coûté plus de 50 millions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ces dépenses exagérées? Pourquoi est-ce que nous devons avoir du matériel en plastique importé, fait je ne sais où? Nous pouvons faire les élections à notre mesure. Vous prenez 2 boîtes carton fermées, vous coupez en l'air ou vous mettez un bulletin en dedans. Vous pas besoin de plastique importé, coûter combien 1000 copes. Qui est-ce qui fait comme ça? Eh bien, nous faisons, nous pas facturer, nous pas manufacturer. Donc, en tout cas, je suis certain, M. Saint-Cyr, que tout ce que vous dites s'applique aussi à une assistance dans le domaine de la justice. Mais c'est le seul domaine où nous n'avons pas vraiment eu d'assistance. Cherchons, je suis sûr qu'il y a des honnêtes magistrats, juges et avocats. Cherchons à les encadrer. Cherchons à faire. Voyons si ça ne nous réussira pas. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative vers ce que nous avons fait pendant 32 ans? Est-ce que ça a donné quelque chose? Non. Je suis prêt à essayer une autre voie. Je demande à tout le monde de coopérer dans cette voie. Ce n'est pas parce que M. André Michel est dans un camp opposé au mien que la démarche qu'il mène est celle qu'il faut. Donc je ne peux que lui donner que mon concours dans ce département. Et toutes les organisations de droits humains, etc. Mon Dieu, il y a des tribunaux internationaux. Vous savez, moi j'ai été sujet à un déni de justice. Il faut savoir comment fonctionne la justice en Haïti. Dans les années 92-93, j'ai mené une action contre le Premier ministre Bazin pour des irrégularités, illégalités dans des arrêtés qu'il avait pris pour former un conseil électoral et décréter des élections, etc., qui portaient préjudice à beaucoup de citoyens. C'est bien vrai qu'il y avait à la même époque 14 sénateurs qui ont signé collectivement une action aussi contre M. Bazin. Bref, je me suis porté devant la Cour des comptes. La Cour des comptes à l'époque était dirigée par M. Péan.
c'est parce que vous vous souvenez, M. Payan, il n'y avait pas plus basiniste que M. Payan, au point qu'il était dans les rues à manifester en faveur de M. Bazin. Ah, mais M. Payan était président de la Cour des comptes. Il ne tenait pas séance. Il a refusé de prendre le cas, de le mettre au tableau de bord pour qu'il soit discuté. Je me suis adressé au président de la Chambre administrative, qui était M. Mackenzie. M. Mackenzie et M. Payan ne s'entendaient pas. Bon, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bref, après 3 mois d'attente devant la Cour des comptes, puisqu'elle refusait de siéger, elle refusait de dire le droit qui m'est dû, et il doit obligatoirement me dire le droit, je me porte en cassation. Cassation me dégoûte. Cassation me dit que non, je n'avais pas suffisamment, on peut dire, laissé de temps à la Cour des comptes pour éventuellement juger du cas, et qu'il n'y a pas d'autres institutions que la Cour des comptes, et me renvoie donc devant la Cour des comptes. Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Est-ce que c'est de ma faute qu'il n'y ait pas une autre institution capable de dire le droit en matière administrative? Est-ce que c'est de ma faute que les présidents et vice-présidents de la Cour des comptes se disputent et se chamaillent et que pour des raisons politiques, le droit n'est pas dit? On n'a pas le droit de refuser de dire le droit. Alors, quand ça arrive, et j'ai été jusqu'en cassation plaidé. Après avoir plaidé en cassation, je me suis porté maintenant devant le Parlement, demandant à ce que justement la Cour des comptes soit mise en cours de justice pour faute grave, déni de justice. Le déni de justice est une chose qui n'est pas autorisée. Nulle part. Même en absence de texte ou de choses, il faut dire le droit. On ne le dit pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je demande maintenant que des cours internationales, ce que je recommandais à M. André Michel. Vous serez débouté, M. Becker, Charlito Becker, à suivre le même parcours. Nous avons tous été déboutés. Alors, il faut que quelqu'un dise le droit. Il faut que justice règne. Il ne faut pas avoir peur, pour utiliser les termes à M. Rousier. N'ayons pas peur. Si la voie pour la justice est de frapper aux portes des tribunaux internationaux, je suis prêt à le faire. Alors, on a parlé de Rousier, justement, Daniel Rousier, qui fait en sortie et que grand pile monde qui pour, grand pile monde qui contre. Il critiquait la classe élite pour parler de Jean Price-Mars, qui peut-être allait dans le même sens-là, la vocation de l'élite. Alors, est-ce que l'élite haïtienne, l'élite traditionnelle haïtienne, pas justement manqué à certains devoirs envers la nation? Est-ce que là, peut-être, la voix de Daniel Rousier, pas une bagaille qui siège aussi, tout à fait d'actualité, à tort ou à raison? Vous savez, j'ai écrit 3 textes sur les propos de M. Rousier. J'aime beaucoup M. Rousier, j'admire M. Rousier, mais je n'ai pas apprécié qu'il se soit pris aussi virilement à la soi-disant élite haïtienne. Et à peine effleuré le gouvernement qui est responsable de tous ces problèmes. Tout ce qu'a dit M. Rousier est vrai. Mais qu'il y a des gens qui importent de styrofoam et en contrebande, qui passent la frontière sans payer. Ce sont eux qui doivent payer. Ce ne sont pas les honnêtes contribuables à qui il faut demander d'aller payer davantage. Moi, ce que je dis, c'est au gouvernement de fermer cette roue. Le gouvernement sait qui fait de la contrebande. Le gouvernement sait qui fait de la surfacturation. Le gouvernement sait qui fait des doubles chèques ou triples chèques, etc. Mais je n'ai pas vu M. Rousier attaquer de plein fouet la responsabilité du gouvernement. Vous avez mis en cause l'élite. Je n'ai aucun problème qu'il y a effectivement dans cette élite un tas de corrompus. Il y a un tas de corrompus, mais qui les a corrompus? Qui sont les corrupteurs? En grande partie le gouvernement. Je ne peux pas moi-même demander d'aller contribuer davantage pour que ceux qui sont au pouvoir, la preuve, on a vu à quelle vitesse le gouvernement s'est montré satisfait des propos de M. Rousier. C'est l'avantage du gouvernement. Et c'est sur ce point que je ne suis pas d'accord
le premier responsable de la situation en Haïti est le gouvernement et ceux qui l'ont précédé. Je n'exclus aucun des gouvernements d'avant. Mais je ne peux pas simplement tirer sur cette élite, entre guillemets, dont il fait partie. Je n'accuse pas M. Rouzier d'avoir dilapidé les fonds, d'avoir pas payé taxes. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Je trouve que son message a trop porté sur la dite élite et pas suffisamment sur les vrais responsables. S'il y a des gens qui ne paient pas leurs taxes, allez après eux. Ce que M. Rouzier lui-même a eu à dire. On l'a accusé d'avoir fait des prêts à l'ONA, d'avoir pas payé ses taxes. Mais mon Dieu, si vous avez les arguments, encore je reviens au tribunal. Si vous avez les preuves qu'il n'a pas payé ses taxes, attaquez-le en justice. Combien de temps faut-il pour que l'enrichissement illicite, par quelque voie que ce soit, et dit la Constitution, peut être prouvé? Je vois ces gens-là qui, en moins d'un an, au Parlement, construisent 6-7 appartements de building en un seul coup. Mais l'enrichissement illicite, c'est facilement prouvé. Parce que vous avez, surtout pour les fonctionnaires, vous avez touché tant en 5 ans. Comment avez-vous pu payer ça en 5 ans? D'où sont provenus la différence de fonds? Donc, il y a une faiblesse gouvernementale. Là, le gouvernement refuse de se soumettre à la loi et de faire appliquer la loi. Voilà où M. Rouzier aurait dû avoir été. Voilà le sujet qu'il aurait dû frapper. Et non pas c'est quelques corrompus, oui, qui fraudent. Mais vous les connaissez dans une pipe. Arrêtez-les. Menez-les devant les tribunaux, ce que moi je demande. Menez-les devant les tribunaux. Ah mais, M. Rouzier, oui, là, il a... Tu sais, je crois que beaucoup de gens ont été un peu surpris, excusez-moi, parce que justement, vu l'heure, vu la conjoncture, vu la situation explosive, vu le comportement, comment dirais-je, anti-social, anti-progressiste du gouvernement actuel, M. Rouzier leur a lancé un marché d'Olivier. C'est comme, je prends de votre côté, oui, vous n'êtes pas responsable, la responsabilité, ce sont ceux-là qui ne paient pas les taxes, et ne payant pas les taxes, vous n'avez pas les moyens pour faire ce que vous devez faire. Mais c'est absurde. C'est totalement absurde. Je ne sais pas ce qui a forcé M. Rouzier. Je le connais un homme honnête, je le connais un homme de foi. Il aime son prochain, il aimerait voir Haïti progresser. Mais ce qu'il a fait là, rend service au gouvernement et n'attaque pas la responsabilité du gouvernement. Voilà mon point. En d'autres termes, comment aider le gouvernement davantage à partir de samedi? Comment? Comment aider quoi? On dit qu'il y ait des gouvernements davantage. Mais normalement, quand ils donnent une excuse au nom de l'accomplissement des promesses et des tâches du gouvernement, par la responsabilité revient à ceux qui ne paient pas les taxes. Donc, il excuse le gouvernement de n'avoir pas pu faire ce qu'il devait faire parce que nous, élites, nous ne payons pas nos taxes. Non, qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Il ne voit pas il a souhaité, comment dire encore, un tapis pour que l'exécutif marche librement dessus. Comment peut-on me dire que ça n'a pas contribué? Bon, je l'ai bien fait. Le premier qui s'est senti enchanté, qui a, comment dire, félicité le discours de M. Rouzier, c'est bien le gouvernement. Vous n'entendrez pas le gouvernement dire que ce que je dis est bien. Parce que je lui tire dessus. M. Rouzier n'avait pas à cette conjoncture dire ce qu'il a dit, donner une porte de sortie au gouvernement, donner des excuses au nom, comment dire, non-accomplishment, comprendre, de promesses faites, et de situation, je dirais, catastrophique, l'aide internationale ne vient pas, et il n'y a plus d'argent à rentrer, et bien on lui donne une porte de sortie. Monsieur, le gouvernement, vous êtes dans cette situation parce que nous n'avons pas payé nos taxes. Mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Oui, mais il y a une certaine vérité là-dedans, non? Il peut y avoir une vérité, oui, je dis que mais la vérité est
Il y en a qui passent la frontière sans payer. Il y en a qui importent sans payer. Il y en a qui font la surfacturation. Monsieur Moïse lui-même ou le gouvernement a bien foutu un ministre dehors pour des chèques, pour m'a fait le livre, m'a changé. On n'a jamais su ce qui est arrivé. Je sais qu'il a été révoqué. Légalement, illégalement, nous ne le savons pas. Mais s'il avait fraudé, il devait être devant ses juges naturels. Vous savez, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir excuser le gouvernement. Le gouvernement a tort du jour 1 au jour ce matin. Il a tort dans tout ce qu'il fait. Ses méthodes ne sont pas régulières, ne sont pas démocratiques, ne sont pas respectueuses des lois. On ne peut pas me dire j'ai un projet de caravane. Oui, j'apprécie l'enthousiasme, le programme que voudrait mettre en place, la promotion de l'agriculture en Haïti. Mais merde, il y a une façon de faire les choses. Vous ne pouvez pas sans budget ramasser l'argent dans toutes les postes budgétaires pour faire un programme de caravane qui, most likely, va échouer. Mais qui nous a donné cette autorité? Ah, il nous l'a bien dit, il a sorti l'autre jour, l'article 136. L'article 136 selon lequel le président est garant de la bonne marche des institutions. Donc, lui seul peut dire si elle mange bien, si elle ne mange pas bien, je la fous en l'air. Mais quelle est cette histoire? Nous n'aurons plus, si ce gouvernement perdure encore 3 ans et demi ou 4 ans, nous n'aurons plus aucune institution qui vaille. Plus rien ne va rester. Ce sont des actions que justement nous devrions porter devant les tribunaux. Comment peut-on prendre un avis, comment dirais-je encore, un avis gouvernemental qui modifie un décret? Il n'y a plus aucun respect de la hiérarchie des normes. Comment peut-on, j'ai entendu l'autre jour, monsieur Bernard, je crois, avoir signalé qu'il est difficile même de suivre les lois haïtiennes. Si je veux savoir quelle est la loi en cours sur le sujet, par exemple, des taxes, l'impôt, ou si je veux savoir quel est le tarif douanier. Mais il est difficile de suivre, parce que vous fourrez dans n'importe quelle loi des éléments qui s'appliquent à une autre loi. Je prends un exemple. Nous avons une loi électorale. Nous avons des attributions du CEP dans une loi électorale. On est dans le budget de l'État. Non pas au point de vue, comment dirais-je, allocation ou crédit alloué au CEP, mais en attribution de l'exécutif dans le domaine du CEP. Mais c'est absurde. Comment pourrais-je jamais savoir que dans une loi de finances, je vais trouver des dispositions se rapportant aux attributions du CEP? Mais tout a en l'air, tout a foutu en l'air de ce bazar. C'est insoutenable. Nous ne pouvons pas accepter cette façon de faire. Sur ce point, M. Rougier a eu tort. Il faut s'attaquer à l'État. Ça, mais je vais vous dire une chose. Ma très chère tante, la doyenne qui aura le mois prochain 101 ans. Mais elle avait monté un programme de Fatra. Elle a été à la télévision, elle a fait toutes sortes de sports pour montrer qu'il fallait tous les Haïtiens, patriotes, etc. devaient contribuer à l'État pour ramasser les ordures. Je ne suis pas d'accord avec ma tante. Ce n'est pas le rôle du citoyen, c'est le rôle de l'État de ramasser les ordures. Si nous ramassons les ordures et que l'argent alloué à ce ramassage n'est plus utilisé, qui va s'en servir? Les magouilleurs. Donc je ne suis pas d'accord à substituer l'État. Je veux forcer l'État. J'ai le droit comme bon samaritain faire des actions bénévoles. Mais non, c'est un sujet que même aux États-Unis, je n'apprécie pas. Aux États-Unis, la droite ne veut pas du social, ne veut pas
de la retraite ou l'assurance médicale ou l'éducation payée par l'État. Ils veulent, conceptuellement, nous faire payer moins de taxes. Mais pour qu'après, vous fassiez la charité, vous créez un will, un trust fund, vous leur donnez à la, comment dire encore, Bill Gates, c'est multimilliardaire. Je n'ai pas besoin de votre charité. Je demande que l'État se charge de ses obligations. Voilà la différence pour moi. Je suis de gauche, je suis de centre-gauche, socialiste, social-démocrate aussi. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas demain matin inviter mes condisciples, d'aller lever des fatras. Non, je vais exiger que l'État le fasse. Avec mes impôts. Et si je ne paie pas mes impôts, traînez-moi devant les tribunaux. Voilà la voie à suivre. Ce n'est pas l'affaire à belle conscience, appelée à la conscience haïtienne, un pays propre, à aider nos frères. Aristide avait fait ça la première semaine qu'il était monté. Ça a duré combien de temps? Ce n'est pas la voie à suivre. La voie à suivre est fort, avoir l'autorité de l'État, contraindre les gens à payer leurs taxes, et s'ils ne le font pas, ne pas éviter de l'amener devant les tribunaux. Le problème avec M. Jovenel Moïse et M. Martelly et tous ceux qui ont suivi avant lui, c'est qu'ils sont endettés envers ce monde justement qui peut payer. Comme j'ai contribué à votre campagne, eh bien, je suis maintenant en position pour rentrer l'argent que j'avais investi. Mais ce n'est pas croyable. Je ne peux pas donc appuyer M. Rougier dans cette voie. Et je l'admire beaucoup, M. Rougier. J'aime beaucoup M. Rougier. Mais pas dans le domaine, comment dirais-je, politique. Maintenant, on fait un coup de jet sur le comportement de l'élite économique haïtienne par rapport à la situation du pays. Est-ce que là, il y a moyen pour dire que il y a des bagages qui ont fait mieux, par exemple? Je ne suis pas d'accord, M. Saint-Suret. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, il y a ceux qui préconisent, il y a ceux qui avancent, qui favorisent l'économie avant la politique. J'ai combattu cette opinion de Bazin depuis que je connaissais Bazin. Je ne suis pas d'accord de continuer à chercher à rafistoler, à créer, à bâtir sur de mauvaises fondations. La fondation, nos fondations sont mauvaises. Si jamais je devais être un jour au pouvoir, ce que je ne serai jamais, je transmettrai cette affaire d'économie et de finances et de développement à un autre. Moi, je veux d'abord que la politique, l'état de droit, les lois, la constitution, les institutions soient renforcées, respectées, mises en application. Est-ce que vous trouvez normal que 32 ans après, après que le peuple, et jusqu'à aujourd'hui, réclame encore la décentralisation, nous n'arrivons pas à le faire? Parce qu'un certain monsieur Lubéris, apparemment l'imminence du gouvernement en matière de droit, a prouvé, juste après que les résultats aient été publiés, ça remonte à juillet de l'année dernière, qu'il y avait une mésinterprétation ou un conflit d'interprétation en qui devait faire les élections au second degré. La procédure est donc arrêtée parce que le président de la République a refusé jusqu'à date de publier les résultats aux moniteurs. Ils ont envoyé l'opinion de M. Libéris au Parlement pour que le Parlement tranche. Ça se passait juste avant les vacances parlementaires de l'année dernière. Il y a eu un appel à, comment dirais-je encore, assemblée spéciale qu'on appelle encore, une convocation en assemblée extraordinaire. Mais ce sujet n'était pas dans l'ordre du jour. D'ailleurs, aucun des points à l'ordre du jour n'a jamais été discuté. Aucune réunion l'assemblée extraordinaire n'a été discutée. Le Parlement revient en session en janvier
Et moi, maintenant, j'en vais en vacances encore. Jamais un grand J, est-ce que ce sujet a été débattu ou résolu? Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais moi, je vais vous dire une chose. Prenons le cas de ces milliers de gens qui ont été élus. Milliers! Toutes ces assemblées locales qui ont été élues, dont les résultats ont été envoyés pour publication. Beaucoup d'entre eux ont même prêté serment. Mais vous leur dérobez de leurs droits, leurs revenus. Ils avaient droit à un salaire. Comment se fait-il que personne ne se soucie de ça? S'il y avait justement une justice, collectivement, tout ce monde, toutes ces associations de magistrats, etc., auraient dû attaquer le gouvernement. Ce n'est pas normal. Rien ne nous frappe, ne nous stoppe. Nous laissons tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un individu élu dont la légitimité est de 11% de la population. Pourquoi? Ce n'est pas ce que moi j'envisage comme pays état de droit. Nous sommes dans un pays où c'est la loi de la jungle qui règne, où le président est seul maître, où le président, ce qu'il dit, c'est fini, c'est point barre. Où le président se rabaisse, mais vous prenez la présidence, vous la rabaissez à un machin de détail, une pot-par-eau, dont il manque une pièce, vous ordonnez sur le champ à votre ministre je ne sais pas, de la collectivité ou de l'agriculture, que d'ici le ZIL. C'est pas possible. Quelle merde sommes-nous? Quelle fierté y a-t-il à avoir ce genre de comportement au niveau de la présidence? Voilà tout ce que j'aurais aimé que M. Rousier, parce que les gens comme M. Rousier, comme ma tante Odette Roy-Fonvoin, ils ont une écoute. Vous mettez vos paroles du bon côté. Voilà mais Rousier dit, et vous répétez le tout, l'article, quand on dit que il reconnaît qu'il prévoit que nous sommes en naufrage, et en plein naufrage. Nous sommes en naufrage. Je suis sûr, nous sommes en plein naufrage. Mais qui porte la responsabilité? Les quelques opportunistes, magouilleurs, corrompus, ou l'État? Parce que ces magouilleurs, corrompus, n'existeraient pas si l'État avait l'autorité et si l'État les menait devant les tribunaux. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Oui, nous sommes en plein naufrage. Oui, nous le sommes, mais qui ne le réalise pas? Ça fait longtemps que nous le clamons par tous les toits. Ça fait longtemps que nous sommes en bout de souffle, il n'y a pas moyen de continuer. Prenez, monsieur Saint-Spire. Excusez-moi. Regardez cet incident qui a eu lieu l'autre jour à Thiot, où 16 policiers ont préféré jeter leurs armes et laisser brûler 2 véhicules de la police que de hold their ground. D'abord, je ne sais pas ce qu'ils ont été faire là, ce n'est pas le point. Mais que dès que les policiers jettent leurs armes, moi je suis un ancien militaire, jettent leurs armes et ne sont pas punis. Ah, mais c'est la débandade. C'est la débandade. Prenez, vous ne savez pas si vous vous souvenez de cette mutinerie qui a commencé à Pétionville, où les policiers de la caserne de Pétionville se sont rebellés contre leur commandant. Qu'a fait Aristide? Aristide est monté à Pétionville, démagogue comme lui seul, il n'y a pas. Il a gratifié l'action des soldats en leur donnant une promotion, en leur donnant de meilleures couchettes et en déplaçant le commandant. Mais qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Il y a eu cette vague de mutinerie à travers les casernes, où nos commandants étaient ficelés, amarrés, traînés, jetés. Non mais, il y a des choses, vous savez, nous là où on va faire, nous, oh bravo, président, des grands dans mon art, regardez ça, il fait. Mais c'est pas possible. Nous n'analysons pas les conséquences de nos actions. Ce qui s'est passé à Thiot est un mauvais précédent. Nous prenons par exemple ces zones de non-droit.
La police ne peut pas, ce matin encore, à Carrefour, j'ai dit en télévision qu'il y avait toutes sortes de problèmes. Allô? Oui, non, non, toujours là, on a regardé, et il y a une chose que peut-être vous dit que si justement c'est au niveau... Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a Oui, plus d'autorité. oui, mais justement pour combattre la corruption, et on dit justement c'est au niveau de l'État que corruption y est. Maintenant, l'État, c'est encore les trois pouvoirs de l'État, la justice, exécutif. Maintenant, là encore, on a tourné en rond. Et si que... Non, nous ne tournons pas en rond. Nous ne tournons pas en rond. Nous feignons de ne pas comprendre ce qui se passe. Nous refusons de voir. J'écoutais ce matin, je crois que ce matin, j'écoutais Guilherme Sidelva, hier matin, je ne me souviens plus, qui amendait dans le sens, la justice avait, comment dirais-je encore, renvoyé le dossier de blanchiment des avoirs de Jovenel Moïse sous prétexte que c'était vide, pas rien, le dossier était vide. J'ai publié sur ma page Facebook, vous pouvez aller voir. Les 68 pages, ça m'a pris du temps de faire photo de chacune de ces pages et de les mettre sur ma page Facebook pour que les honnêtes gens voient. Est-ce que nous allons croire à ce président qui prétend que le compte n'était pas en dollars mais qu'il était en gourde? Je vous ai donné 68 pages de transactions qui, de toute évidence, soulèvent un doute, une suspicion. Je n'accuse pas, mais il y a suffisamment de choses à lever une suspicion. Cette investigation doit être menée. C'est comme vous avez justement ce que vous dites au niveau des tribunaux, des corrompus, ou des gens qui n'ont pas les couilles qu'il faut pour faire face à la pression qu'ils ont. Mais le dossier a été simplement renvoyé. Oui, j'espère bien que M. André Michel est le seul à avoir le courage de porter ses actions. Oui, j'espère bien que M. Michel ira en appel. C'est comme ça qu'il faut faire avancer la justice. C'est comme ça qu'il faut faire par les précédents et créer les jurisprudences. Venez dans mon cas à moi pour revenir à mon dossier. Mais s'il y avait vraiment des hommes de loi en Haïti, j'ai eu grâce à M. Pierre Gonzalez. C'est pas moi qui ai écrit cette action contre le gouvernement. J'avais accès à l'imminence. Il n'y a pas deux imminents juristes comme M. Pierre Gonzalez. C'est lui qui a tout rédigé. Laissez-vous nous regarder la logique de ce qu'il dit. Comment il montre que ces juges en cassation se sont déjugés. C'est un ancien membre de la Cour de cassation, ancien président de la Cour de cassation, qui parle. Mais éventuellement, un jour arrivera où ils auront honte. Ils auront honte de se déjuger, de se contredire, d'être là risés. Mais si quand ils sortent des arrêts pareils, on a pris dans un tiroir, on s'en occupe pas. Ils continuent à faire la même chose. Nous avons besoin de juristes, nous avons besoin d'hommes de loi, nous avons besoin d'hommes qui ont les capacités intellectuelles, probité, etc., économiques, financières, sécurité à la personne, etc., pour mener ces actions. Alors, Oudjou Magaï, M. Jean-Claude Roy, Oudjou Magaï, dit que l'exemple ne peut pas venir d'en haut. Quant à présent, et de toujours, cet exemple est celui du poisson qui pourrit par la tête. Alors, coupons-lui la tête. Oui, exact. D'ailleurs, je crois que vous avez oublié le négatif. Je crois, comment dire encore, l'exemple ne peut venir que d'en haut. Ok? C'est pas. Anyway. Ce que vous avez dit, il semble qu'il manque quelque chose de ce que vous avez dit. Donc, oui, coupons-lui la tête. Qui est le premier corrupteur des Haïtiens? Le président. Vous savez, nous avons cette conception des élections. Et je me souviens avoir donné la réplique à Madame l'ambassadrice de France, Madame Dufour, qui me disait que M. Aristide était légitime, il avait été massivement élu, et qu'il pouvait donc faire ce qu'il faisait. Je ne sais pas quelle était l'action, si c'était la révocation des généraux qu'il avait faite. Mais moi, de lui demander, mais madame, est-ce que la légitimité d'un homme lui donne droit
à l'illégalité de ses actions. Et c'est ce qui m'a porté à aller à Radio Métropole ce jour même, le 2 octobre de 91, avoir eu cette interview avec pas moins que Clarence Renoir. Et je l'ai encore sur tête et je l'ai encore même transcrit. Nous pensons qu'en Haïti, vous savez, l'élection ne remet pas en cause la Constitution. L'élection ne met pas le président, le nouvel élu, au-dessus de la Constitution. Ce n'est pas un référendum révocatoire que d'une élection. Ce n'est pas parce que ce type vient d'être élu qu'il se croit tout permis. Loi n'importe peu, Constitution n'importe peu, puisque c'est lui qui a le pouvoir que le peuple lui a donné. Vous entendez cette phrase constamment revenir, la bouche de M. Jovenel. C'est pour ça que nous élimons, c'est pour ça que nous mettons là. Mais c'est incroyable. Quelle est la fonction du chef de l'État? Vraiment, il doit y avoir une grande différence. Et je me propose d'écrire plusieurs petits articles là-dessus sur les élections à venir. Qu'est-ce que le programme de l'exécutif et le programme du gouvernement? Il y a une nuance. Le type qui aspire à être président, il aspire à être chef de l'État. Il n'aspire pas à être chef de gouvernement. C'est encore une aberration. C'est dire le programme du gouvernement, on va déposer sa politique générale devant le Parlement. Comment peut-on avoir un programme de gouvernement quand le gouvernement est encore inconnu? Les membres du gouvernement ne sont même pas encore choisis. Une fois choisis, ils ne se sont même jamais encore rencontrés. On va présenter un programme de gouvernement. Le programme de gouvernement, c'est un programme d'action, si vous voulez, de développement, etc. Ce n'est pas le programme présidentiel. Le programme présidentiel est le programme du chef d'État. Que représente le chef d'État? La nation. Comment dirais-je? Le pride of the nation. L'exemple de la nation. C'est tenir haut le banner. Vous savez, nous avons une conception tout à fait à l'envers. Un gros tort que je fais justement à ce manque d'éducation civique et politique, c'est que chaque fois que nous avons les élections, nous clamons, nous mettons ce président au-dessus de la Constitution qu'il a prêté serment de respecter. Mais mon Dieu, c'est pas possible, ça ne peut pas. Oui, nous sommes dans un plein naufrage. Un naufrage sociétal, un naufrage. Et le gouvernement essaie de lancer ce que le État généraux sectoriel. Bon côté, mauvais côté, bien lancé, mal lancé, commentaire. Bon, je pense que oui, que c'est une bonne initiative, mais à l'instar de toutes les initiatives prises par ce président, elle manque toute la forme, elle manque toute une certaine attention, étude, réflexion. Ce n'est pas normal que ce comité de pilotage, que vous ayez 3 éminences, 3 personnalités importantes à donner un coup dans le dos. Ça aurait dû avoir été évité. Ça montre donc qu'il y a eu un manque de préparation. Bon. Ensuite, il y a contradiction dans les propos même de ce notre président de ce comité de pilotage, qui met à l'écart entièrement la possibilité de révocation présidentielle. Le président semble dire que quelle que soit la décision que prendraient ces assemblées, qu'il se soumettrait. Mais, on met tout de suite de côté certaines choses. Certains sujets sont tabous. Mais ça ne va apporter nulle part. Une fois que c'est de la démagogie, c'est de la simagrée, vous êtes à faire semblant. Si vous acceptez de vous soumettre, oui, arguez, présentez vos arguments, faites le débat en votre faveur. Mais soumettez-vous à la décision de ces assemblées, sinon ces assemblées ne valent plus rien. C'est une façon, je dirais, détournée de cette restriction constitutionnelle de ne pas avoir de référendum. Mais si j'étais un honnête, comment s'appelle, Charles de Gaulle lui-même, qui a pris cette initiative un jour, pensant qu'il était encore favori, il a dû se soumettre à la décision, il a dû s'en aller. Mais la même chose, si vous sentez qu'effectivement il y a un malaise, qu'effectivement les assemblées sectorielles pourraient
porter une contribution de solution à la crise que nous passons. Soumettez-vous à la volonté populaire. Soumettez-vous, mais si au départ, vous dites, je ne me souviens même plus le nom de celui qui aujourd'hui assume la présidence, puisque l'évêque n'est plus là. Mais si au départ, vous mettez de côté ni la durée du mandat, ni le fait qu'il soit là, etc., c'est de la simagrée. Et là encore, je vous dirais qu'il y a, je crois, de façon malhonnête, parce que sans assemblée, finiront par faire le travail de la commission d'amendement constitutionnel que mène Jerry Tardieu. Ce sont les mêmes sujets. Maintenant, je n'apprécie pas non plus la méthode utilisée par Jerry Tardieu, je vous le dis en partant. Moi, ce que je veux, c'est que le peuple se prononce. Je ne veux pas qu'une série d'élites qu'on accuse aujourd'hui, justement, réunis dans une belle petite assemblée, à dire, ouais, je suis en faveur du retour de la peine capitale. Moi, je suis en faveur qu'on abolisse la vice-présidence, qu'on retourne à la vice-présidence. Ça veut dire quoi pour moi? Dans une assemblée, parce que j'ai été à une de ces rencontres, dans une assemblée où il y avait peut-être 200 ou 250 membres, c'est là que je vous ai rencontré ce soir-là à Miami. Les gens sont levés le bras et ont dit, d'accord, ils ont droit à leur opinion. Mais combien de membres de cette assemblée et des assemblées, multiples autres assemblées, partagent ce point de vue? Je veux chiffrer. Je veux qu'on me dise, nous avons rencontré tant d'organisations, à ces rencontres, il y a eu tant de milliers de monde, dans ces milliers de monde, voici les thèmes qui ont été débattus, et voici le support qu'ils ont obtenu. J'accepterai, mais je n'ai toujours pas ce que je voudrais. Je voudrais, justement, à l'instar des sectorielles, des assemblées sectorielles que veut lancer le président de la République, que l'on s'essaye vraiment, comment dirais-je, que l'on se rapproche à l'arrière-pays. L'arrière-pays n'est pas bête. Il va vous dire s'il préfère que le pouvoir soit central ou si le pouvoir soit décentralisé. Il va vous dire s'il préfère, sur ce point, je sais qu'ils voudront. Il va vous dire s'il préfère avoir un chef que de deux chefs. Mais c'est à eux de le dire. Ce n'est pas à M. Tardieu ou à je ne sais qui de la commission sectorielle là, de dire là, voilà ce qu'ils ont décidé. En vertu de quoi? Voilà mon point de vue là-dessus. Monsieur Jean-Claude Roy, qui s'est invité, je dis, dans le Carrefour, je dis, donc, l'idée, ce serait, quand même, nos besoins ont état généraux sectoriel. Maintenant, comment y arriver? Il faut une refonte. Non, je crois que les moyens d'y arriver, à moins de ces fautes vénielles commises par cette commission, je crois que les assemblées nationales, générales, comme le préconisait UNEP DLP, c'est une chose essentielle. Que nous nous enseignons et que nous discutions ouvertement sur les causes et les solutions à ces causes de nos malheurs. Bon, mais sans retenue, sans arrière-pensée, sans manipulation. Que ces assemblées décident souverainement. Puisque c'est ça l'idée. C'est la rencontre avec le souverain. Qui est le souverain? C'est le peuple. Mais que l'assemblée décide souverainement. Doit-on continuer la façon dont on marche? Ou doit-on changer quelque chose? Mais que vous acceptiez au préalable. Sinon, c'est foutu. Sinon, ça n'a aucune utilité. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc, pour moi, oui. La voix des tribunaux, des assemblées nationales, sectorielles, régionales, la communication, le contact avec l'arrière-pays, qu'ils s'expriment ouvertement, c'est la voie à suivre. Ne soyons pas tellement élitistes. Ne pensons pas que nous savons mieux que tout le monde. Je dis, et je me suis battu pour une constitution, ça fait 32 ans que je me bats pour cette constitution. Elle n'est certainement pas parfaite. À moi, personnellement, elle me fait du tort. Puisqu'elle m'exclut du jeu politique. Ayant changé de nationalité et adopté la nationalité américaine, je me vois exclu de toutes ces fonctions politiques. N'empêche que je me bats pour sa défense. Parce que c'est le premier des principes.
respecter les lois que vous vous donnez. Non, il y a évolution. En 32 ans, l'opinion populaire nationale peut avoir changé. Ce qui nous avait conduit à faire cette constitution en 87 peut ne pas exister à nouveau. Mais je veux que ce soit le peuple qui me le dise. Je veux que ce soit en consultation directe avec le peuple qu'on décide. Et non pas de façon justement snob. On l'a rencontré dans l'organisation dite de la société civile, on prend dans des salles climatisées, bien costumées, bien publiées. Non, ça ne reflète pas encore l'opinion de la majorité. Voilà est-ce qu'aujourd'hui, moi qui ai l'autre nationalité, est-ce qu'il faut que intégrer politiquement, enfin, comment ouais intégration c'est le salut. Oui? C'est le salut, monsieur Seussiouin. Le salut d'Haïti ne viendra que de sa diaspora. Oui, mais il y a un pile boulet rouge qui tiré, et pour dire que un pile de monde qui sont dans la diaspora, pas rien là, en Haïti. Monsieur Seussiouin, bien entendu qu'on va tirer à boulet rouge. C'est la politique de moins de chien, moins de puce. Vous, ceux-ci, avez changé de nationalité. Vous, ceux-ci, n'avez pas résidé dans le pays tant d'années. Vous, ceux-ci, vous, cela. Moins de chiens, moins de puce. Moins il y a de chiens, plus il y a de choses. Le fait est, on doit tirer des constats. 32 ans nous ont menés là où nous sommes. Je ne mettrai pas tous dans le même paquet de corrompus. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ne le sont pas. Comment vais-je? Oui, il faudra éventuellement arriver à repêcher. Il y en a, je suis sûr, je suis sur ce point peut-être pas un homme de foi comme M. Rougier, mais je suis sûr qu'il y a encore de bons patriotes, de bons citoyens. Mais au point de vue connaissance, au point de vue expérience d'un État où la séparation des pouvoirs est roi, où le droit existe, où comment dirais-je encore, les programmes sociaux. Mais l'expérience que ces individus auront acquise de l'étranger ne peut que nous être favorable, profitable. Je ne peux pas rester limité. Alors, c'est notre sujet, mais pourquoi est-ce que je dois toujours avoir la succession de celui qui était avant? Préval a voulu Célestin, ensuite Martelly a voulu Jovenel, et Jovenel. Non, pourquoi? Il n'y a personne d'autre. Pourquoi? Je vous demande seulement, quelle chance donnons-nous à ceux qui n'ont jamais encore été au Timon des affaires? Et quand nous reprenons les mêmes et que nous les plaçons dans les mêmes conditions au Timon des affaires, qu'est-ce que nous pouvons espérer comme changement? Aucun. C'est une continuité. C'est ce qui a été le tort, je me souviens à l'époque de Préval, quand il a voulu faire avancer son poulet juste Célestin. C'était la continuité dans le changement. Le gouvernement Préval était fortement critiqué. Et vous vouliez mettre quelqu'un qui vous remplace dans cette continuité. Mais c'est absurde. Donnons la chance. La loi électorale, les lois sur les partis politiques, tout ça doit être changé. Il n'y a aucune possibilité d'alternance, il n'y a aucune possibilité de percer pour un jeune en Haïti. Il y a un tas d'éléments valables en Haïti. Un tas. Et que, pourquoi est-ce que nous brillons? Pourquoi est-ce que nous brillons à l'étranger? Dans quel que soit le domaine. L'autre jour, c'était la chanson. L'autre jour, c'était dans le sport. Nous brillons pourquoi? Parce que donner les conditions requises, l'encadrement nécessaire, nous avons dans nos gènes ce qu'il faut. Nous pouvons, mais on nous retient, on nous garde dans cette situation de fou. Anyway. Mais alors justement, comme on dit que il y a ceux qui disent que par contre, qui bloquait la diaspora, donc c'est lui pour entrer, fait ça pour le faire. Non. Vous savez, j'ai créé une organisation qui fait son petit bruit, qui fait ses pas, qu'on appelle CODA. Et le but de CODA, c'est
pour la défense des droits politiques de la diaspora. Rien d'autre n'intéresse Kouda. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne. Je ne suis pas là pour parler de programme de développement. Vous savez, quand j'écoute ces autres organisations qui viennent nous demander de contribuer à une levée de fonds de milliards de dollars pour bâtir un hôpital. Mais j'ai envie de les insulter, quoi. Vous prenez il y a un hôpital en Haïti qui est vide, qui a été construit, qui est vide, ce sont les herbes qui poussent là-dedans. Et vous allez faire une levée de fonds pour construire un autre hôpital. Tout ça, moi, je ne veux pas accuser, je ne connais vraiment pas l'arrière-pensée de ces gens, mais sans structure, sans rien, on vous lance des projets mirobolants enfin, on invite toujours la diaspora à venir investir, mais gardez-vous à l'écart. Venez nous donner votre argent, mais ne venez pas demander de participer à la chose publique. Mais c'est inacceptable, inacceptable. Moi, je ne sais pas quel moyen, je cherche encore comment faire arrêter les transferts. Que ce soit pour un jour, pour 2 jours, que la diaspora s'assume. Ne venez plus demander de contribuer à votre campagne électorale. Donnez-moi d'abord les droits politiques. Les droits politiques commencent par le vote. Les droits politiques continuent ensuite par être représentés au Parlement. Un sujet qui est si simple, le droit de regard sur celui qui représente la diaspora, le ministre des Affaires vivant à l'étranger. On vous fout des gens, je ne sais même pas s'ils n'ont jamais vécu à l'étranger, ils ne savent rien de la diaspora, ils sont supposés être aujourd'hui responsables, coordonnateurs pour faire avancer la diaspora. Non. Vous voyez ce que je vous dis, ce sont les méthodes d'application de ces désirs qui sont mal faits. Vous voulez quelqu'un de la diaspora, mais nommez quelqu'un de la diaspora. Vous voulez que la diaspora investisse en Haïti, mais donnez-leur des droits politiques. Où ça qu'il est dit? Dites-moi, où ça revient encore à mener ces actions devant les tribunaux? C'est un droit inaliénable que tout citoyen a et que par des conventions et des accords et des traités que nous avons signés, tout citoyen a le droit d'être élu. Tout citoyen a le droit d'élire le représentant de son choix. Où est-ce qu'il est dit dans la Constitution haïtienne ou dans nos lois que celui qui ne serait pas sur le territoire le jour du vote, pour raison X ou Y, ne peut pas voter? Pourquoi? C'est une discrimination. Où est-ce qu'il est dit que l'aveugle ou le sourd-muet ou l'handicapé ne puissent pas voter? Qu'est-ce qui a été fait pour leur faciliter cette tâche? Ce citoyen haïtien qui, pour raison X, doit se déplacer, le jour du vote ne sera pas en Haïti. Mais il a toutes les autres conditions requises. Il vit en Haïti, il fait cette tâche en Haïti, il a tout. Mais parce que ce jour-là, exceptionnellement, il ne peut pas être en Haïti, vous êtes, comme dire, astreindre le citoyen à faire peut-être une fortune parce qu'il a un contrat à aller signer, vous dites, n'allez pas signer, venez voter. Mais c'est absurde. C'est à l'État, comprenez bien, c'est à l'État de mettre les conditions nécessaires pour que cet individu, ce bon citoyen qui veut voter, puisse voter. Que vous votiez par anticipation, que vous votiez par proxy, que vous votiez par, I don't know what, dans les centres haïtiens à l'étranger, une fois qu'il a muni de sa carte, qu'il a été inscrit, qu'il puisse voter. Le machin le plus important, c'est de voter. Ce n'est pas de l'empêcher de voter. Oui, mais alors, justement, pour qu'il s'attend après, oui, empêcher de voter, parce que ça fait longtemps qu'on a proclamé ça, mais on va jamais dire. Je vous l'ai dit combien de fois. C'est la politique du moins tien, moins plus. Moins il y aura de compétiteurs. Moins il y aura des gens qui tomberont sur le coup de notre influence locale. Pas que tout le monde qui soit New York, qui ne connaît rien de moins, pas voter pour opposer. C'est ça qui mène la politique en Haïti. Éliminons le plus d'opposants que possible, nous aurons plus de chances à être gagnants.
Voilà la raison. Il n'y a pas d'autre raison que ça. Mais ils veulent notre argent, ils adorent nos transferts, ils viennent à chaque campagne électorale nous commander notre aide. C'est là qu'il faut leur dire non. Donnez-moi avant que vous me demandiez. Moi, en échange, je demande. Je veux mes droits politiques. Pourquoi est-ce qu'en République dominicaine, là, notre voisin immédiat, la diaspora est représentée au Parlement. Tous les citoyens qui vivent dans les centres de grande agglomération ont le droit de vote. Les 18 pays de l'Amérique latine, il y en a 15 qui le font. Mais qui est toujours bon dernier. Parce que ça ne favorise pas ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi est-ce que je mettrais mes peu de connaissances face à ces connaissances internationales, un type qui a vécu le monde, et moi qui suis resté en arrière-pays, et peut à peine prononcer le serment. Ouais, mais on a tendance à dire que, par exemple, diaspora pas contre terrain. Mais c'est pas vrai, pourquoi est-ce que vous dites ça? Alors, pas contre terrain? Ou pas contre aujourd'hui là? Combien de temps faut-il à quelqu'un pour être classifié de diaspora? Avant de partir pour mon deuxième voyage de diaspora, c'était en 99, je venais de faire 25 ans en Haïti. 25 ans de militance. Pas 25 ans de militance, mais 7 ans de militance. Pourquoi est-ce que je ne connais pas le terrain haïtien? Je suis à l'écoute de toutes les radios, je suis toutes les nouvelles, je sais peut-être plus que ce rester au sol haïtien. Pourquoi? La simple jalousie, la simple excuse dont je vous ai donné tout à l'heure. Moins de gens capables de faire opposition à ma candidature, plus je suis heureux. Et c'est là que je mets en cause encore, pour revenir sur un autre sujet. Vous savez, il y a des gens qui vous disent que ça va voter, c'est fort. Si je venais faire 11%, mais il fait 11%, l'autre communauté doit voter. C'est vrai, mais aussi faux. C'est vrai et c'est faux. Et là, pêche non seulement la société, le manque de civisme, le manque de patriotisme, pêche aussi les lois haïtiennes, pêche aussi l'institution électorale. Qu'est-ce qui a été fait pour inciter les gens à aller voter? Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. De s'absenter ce jour-là, je ne vais pas voter. Alors, on va plus facilement trouver une méthode permettant à ce type qui est muni de sa carte d'électeur de pouvoir voter avant ou en pays étranger. Nous faisons, vous savez, là, le taux pour moi est essentiel. Le taux de participation aux élections est essentiel. Pourquoi est-ce que le taux de participation est aussi bas en Haïti? Il y a mille et une raisons. Mais une des raisons que je retiens, c'est l'intimidation, le climat de sécurité. Que le jour, que le jour du vote, ou l'avant-veille du vote, ou la semaine qui précède le vote, on commence à brûler quelques bureaux de vote, on commence à détruire quelques appareils de vote, qu'on tire dans les rues, qu'on commence à voir des cadavres dans les rues. Il y a cette ambiance, cette atmosphère d'insécurité. On ne sait pas, on se souvient de la ruelle Vaillant. C'est resté marqué dans notre subconscient. On ne fait pas confiance. Donc, celui qui veut, en appliquant cette théorie de moins de chien, moins de puce, intimider celui qui sait qu'il a les millions de ressources, dont on sait d'où la provenance, à payer. J'ai vu, mais je vous dis, c'est incroyable, j'ai vu des vidéos où des policiers armés sortant de bureaux de vote avec des urnes dans leurs mains. Et j'ai trouvé des défenseurs du pouvoir pour faire croire que c'était une contribution. Ils aidaient à transporter les bulletins. Ce n'était pas un patriotisme. Vous savez, on peut toujours voir les choses de façon d'une autre. Moi, je dis que l'intimidation qui précède les élections sont intentionnelles. Elles sont intentionnelles et elles sont faites par ceux qui, justement, veulent voir le chien voir le puce.
Alors, comment corriger ça? La solution. La première solution est le vote constitutionnellement en Haïti est obligatoire. Ne prenons pas cette interprétation libérale sans contrainte, mais dans la catégorie des obligations du citoyen. Avant même l'obligation de payer cette taxe que M. Rougier demande à tout le monde de payer. Pourquoi M. Rougier n'a pas dit à tout le monde d'aller voter? Donc, nous pourrions aussi dire qu'à un taux inférieur à tel pourcentage, les élections sont annulées. Nous pourrions aussi dire que celui qui va voter reçoit une gratification de l'État, une réduction de taxes, par exemple, sur les frais de visa, de passeport, ou de carte d'identité, ou sur toutes sortes de frais. Vous avez fait acte de civisme, vous avez fait acte de patriotisme, et pour cela, vous êtes reconnu sur les autres. Aux États-Unis, je suis moi vétéran de l'armée américaine. Si deux individus de même caractère, de même qualification vont faire une demande d'emploi, je suis vétéran et vous ne l'êtes pas, le vétéran passe avant. Pourquoi est-ce que je ne donnerais pas ces mêmes incentives au bon citoyen qui a été voté? Vous avez été voté, vous avez priorité sur ceux aux emplois de l'État, sur ceux qui ne l'ont pas fait. Si on se met à réfléchir aux solutions, on les trouvera. Mais on savait, le monde qui peut voter, ça fait garder. Ce n'est pas l'approche qu'il faut. Le bulletin blanc est une norme essentielle en démocratie. Le bulletin blanc, 2000 individus ont été votés, 200 ont voté pour un candidat, 1800 ont voté blanc. Le tonnerre, c'est une indication que toute saloperie là n'est pas bon. Mais quand vous empêchez aux gens de passer dans le circuit, vous allez sortir toutes sortes de statistiques. Vous n'entendrez jamais dire par l'État que Jovenel a eu 11% d'électeurs. Vous entendrez dire qu'il a eu 57% sur les autres. Pendant les élections au Venezuela qui se sont déroulées dimanche, pour montrer les deux poids et deux mesures même de nos amis communauté internationale, la communauté internationale boude les élections, refuse de reconnaître les élections. L'un des arguments avancés est que le taux de participation de l'opposition place la participation à 30%. Mais l'État vénézuélien dit qu'il avait 46%. Mais il conteste, il n'est pas possible, ce n'est pas une élection, ça. Sham election, c'est de faire semblant. Il y a eu seulement 30% à participer, donc 70% sont contre. C'est le sous-entendu. Mais chez nous, en Haïti, nous avons eu du 18,19% de participation. Et nous appuyons, nous applaudissons, ils nous soutiennent, ils soutiennent le gouvernement élu de cette mascarade. 19%. Que fait-on des 81% qui n'ont pas été votés? Vous me direz, ils ont tort, ils auraient dû avoir été votés. Possible. Mais il y a une cause, et c'est la cause que nous devons trouver et résoudre. Ce n'est pas d'accepter. Nous sommes le pays avec le taux de participation au monde le plus bas. 18% de participation aux élections. Et puis on les accepte. Non, mais c'est pas croyable. Après ça, on dit que nous sommes en naufrage. Mais normalement, nous sommes en naufrage, en plein naufrage. Il n'y a plus de capitaine à bord. Bon, il n'y a même plus de marin. C'est le bateau s'en va. Non, monsieur Saint-Sylvain, nous devons aider à changer les choses. Voilà. Monsieur Jean-Claude Roy, qui était invité aujourd'hui dans le Carrefour, merci pour un tour d'horizon de l'actualité et des sujets qui important l'actualité. Donc, comment vous voyez les prochains jours pour terminer les prochains mois en Haïti? Sombre, très sombre. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la tension monte et arrivera subitement, bientôt, à un point d'ébullition. C'est tous les jours qu'il y a du grabuge, tous les jours qu'on tire dans les rues, tous les jours qu'il y a des caoutchoucs qui brûlent.
De plus en plus, vous entendez les zones de non-droit, de plus en plus, vous entendez que la police a dû faire bac parce qu'on s'est fait tirer dessus. Dans quel état vivons-nous? Prenez conscience. Ce n'est pas simplement un naufrage. Nous sommes naufragés. Nous sommes sous l'eau. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, M. Censuré. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Carrefour, bonsoir. Semaine qui se passait a, eh bien, gagné l'investisseur haïtien qui font une déclaration qui a interpellé pas mal de monde. Il s'agit de Daniel Rousier, qui c'est un membre important dans la compagnie de production de courant qui est le e-Power. Et ça le dit devant chambre de commerce, provoqué en pile controverse dans la mesure, il y a un pile monde qui dit estimer que il a attaqué la bourgeoisie, l'élite économique haïtienne, il a payé plus de taxes. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'approche liée. Et ça fait toute une série de remous dans l'actualité. Alors, non seulement ça, il y a des gens qui disent qu'il va falloir nous aller vers des élections. Jeudi, sur Radio Méga, nous tendez que le sénateur Simon Dera dit que Jouka Bina yo pral chaud. Yo pral chaud parce que pral gagner toute une série de ententes qui fait entre différents secteurs l'opposition et comme de fait, ça pral proposer et ça pral l'auteur que pendant la période qui pral venir terrain ensouvelé par le chaud. Autant de questions que jeudi, nous allons aborder avec M. Jean-Claude Roy, qui généralement toujours analysé et conjoncture là, avec nous de temps en temps. Il est notre invité aujourd'hui dans Carrefour pour nous faire un tour d'horizon sous ensemble de points saillants. Non, Pam, c'est Alex Saint-Surin. Souhaitez-nous toutes la bienvenue dans Carrefour.